Bonjour tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue au webinaire Débuter dans le rôle de Project Manager et Owner. Mon nom est Benoît et au sein d'Alitia, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Alors, quelques petites consignes avant de débuter le webinaire d'aujourd'hui. Veuillez noter que les participants sont automatiquement mis en mode sourdine. Vous pouvez poser vos questions par contre à tout moment et on répondra à la fin. L'enregistrement du webinaire vous sera envoyé en fin de journée également aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas Alitia, nous sommes une firme de stratégie et transformation numérique qui accompagne ses clients depuis plus de 25 ans dans la poursuite de l'innovation pour une utilisation optimale de leur technologie numérique. Encore une fois, bienvenue parmi nous et je laisse la parole à Julien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça nous fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous pour parler de comment est-ce qu'on peut débuter dans le rôle de Product Owner et de Product Manager. Donc, je me présente, je suis Julien Jarle, directeur de la pratique Agile et Product Management chez Alitia. Et je vais avoir le plaisir aujourd'hui d'échanger avec deux de nos Product Owners qui ont récemment commencé dans le métier, Morgane et Pierre. Donc, je vous laisse vous présenter rapidement. Morgane, est-ce que tu peux faire rapidement une petite présentation de qui tu es? Oui, donc bonjour à tous. Donc moi, je suis product owner chez Alitia depuis peu puisque j'ai commencé en octobre 2019. Mais en ce moment, je travaille sur un projet de migration euh, ben, avec un client, une banque en fait. Et un projet de migration, qu'est-ce que c'est? C'est un projet, on prend un système qu'on va moderniser. Donc en ce moment, je travaille sur un système d'information financier qui regroupe une multitude d'applications web, d'applications bureau plutôt, qu'il faut donc migrer en web. Euh, donc, si je peux donner un exemple d'application qu'on a migrée, il y a une application qui permet, par exemple, de faire un suivi budgétaire ou encore une autre application qui permet de faire de gérer des placements, de gérer des actifs immobilisés. Donc, toutes ces applications, il faut les migrer en web pour pouvoir, d'une part, centraliser les fonctionnalités sur un seul et même site web et puis, d'autre part, surtout, lever la désuétude puisque ce sont de très vieilles applications ben, euh, bureau. De bureau à migrer, tout à fait. Donc, merci en tout cas pour la présentation et le projet sur lequel tu es en train de travailler. Pierre, je vais te demander la même chose, puis après, on va rentrer un peu plus dans le détail une fois que tu auras répondu à ma question de ce que c'est qu'un PO. Vas-y Pierre, explique-nous un petit peu ton profil, qui tu es, puis sur quel produit tu as eu à travailler chez Alitia. Bonjour à tous, merci. Alors mon profil, il est un peu, je dirais pas singulier, mais j'ai un double diplôme en finance, donc j'ai fait des études en finance. J'ai eu la chance de travailler dans pas moins d'étudier, de travailler dans pas moins de 5 pays. Là d'où je viens, c'est que j'ai fait pas mal je suis un peu pluridisciplinaire. J'ai travaillé que ce soit en marketing opérationnel, en analyse financière orientée TI, en sales pendant plus de 3 ans. Puis plus récemment, j'ai fait un bootcamp de code. Puis j'ai rejoint Litia comme Morgane assez récemment, en janvier 2020. Pour le coup. Moi, je travaille sur des produits, sur différents petits produits. Tout d'abord, un projet en interne pour automatiser les processus d'affaires des équipes de recrutement et de marketing. J'ai deux autres petits projets. Je ne vais pas faire trop de détails dessus, mais j'ai un projet plutôt Legal Tech qui est à destination des chauffeurs de camions pour complaire à la législation en cours de Transport Canada. Et un petit projet qui a commencé depuis le Covid, qui est un projet pour faire de la livraison de biens matériels à domicile. Donc, on le voit, merci Pierre, on le voit, il y a une grande diversité de produits sur lesquels on peut travailler lorsqu'on est product owner. Souvent, il y a une vision idyllique du rôle de product owner. On parle aussi de product manager parce que product owner, il faut le comprendre, c'est souvent quelque chose, c'est une terminologie qui est rattachée à Scrum. Un product owner, un product manager, c'est quelqu'un qui va être en quelque sorte, on appelle souvent ça le CEO du produit. Donc, il va devoir porter la vision, il va devoir la traduire, faire l'interface entre les réalités d'affaires et les besoins technologiques. Dit comme ça, c'est sûr que ça a l'air excessivement excitant. Il y a un côté entrepreneurial qui est certain. On fait des feuilles de route, on va être en contact avec les utilisateurs finaux. Mais il y a aussi un côté beaucoup plus
pratico-pratique dans la transcription des requis, on va dire, d'affaires en requis technologiques et qui exige d'avoir une certaine rigueur et une certaine, on va dire, capacité à reformuler les besoins et à les traduire parce qu'on doit les échanger avec les développeurs. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment crucial qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que souvent, les profils de PO, il n'y a pas de formation au niveau de l'université pour devenir PO de manière automatique. C'est des gens qui ont eu un parcours relativement divers. Donc, Pierre nous expliquait qu'il venait notamment du financier et du sales. Est-ce que Morgane, tu peux nous expliquer aussi un petit peu comment toi, tu as fait pour arriver jusqu'à ce rôle-là? C'est quoi les études qui t'ont amené à faire ça? Oui, en ce qui me concerne, donc, j'ai eu un parcours très différent de celui de Pierre puisque, avant d'arriver à Elitia, j'étais étudiante. Donc j'ai commencé, un baccalauréat en génie logiciel à Polytechnique Montréal avec quand même comme option outils de gestion. C'est vraiment cette option qui m'a fait découvrir autre chose que la programmation et qui m'a donné envie d'aller plus loin en fait, notamment au niveau de la gestion. Donc, c'est pour ça que je me suis orientée par la suite dans un DESS en administration des affaires où j'ai pu acquérir certaines bases, par exemple en marketing, en droit du travail ou encore en intelligence émotionnelle. Donc, j'ai quand même un profil assez varié. Je me suis intéressée à beaucoup de choses. Et j'ai été donc embauchée en octobre 2019, comme je l'ai dit tantôt, à Alitia. Et je pense, j'ai été embauchée en tant que développeuse Java, donc c'est quand même important de le préciser, je pense. Et peut-être un mois après, j'ai pu intégrer une équipe en tant que proxy PO. Et qu'est-ce Donc, qui a fait, à ton avis, qu'est-ce qui t'a permis de débloquer cette envie? Parce que parle-nous aussi un petit peu de pourquoi tu voulais aller vers le PO et qu'est-ce qui t'a permis d'avoir ce premier emploi en tant que PO? alors, déjà, dès ma première entrevue pour Alicia, j'ai quand même senti que mes intérêts seraient pris en compte. Et moi, j'avais vraiment envie de me diriger vers un rôle qui me ressemble plus, c'est-à-dire quelque chose qui me permet de combiner à la fois la gestion sans mettre de côté l'aspect technique, qui est quand même reflète bien ce que j'ai fait pendant plusieurs années. Donc, c'est vraiment important pour moi. Et donc, dès que je suis arrivée à Alicia, j'ai pu travailler sur un projet fictif qui permettait de former en fait l'équipe de développement, que ce soit l'aspect agilité ou l'aspect technique. Et en fait, il manquait un PO sur ce projet, donc je me suis proposée, je me suis portée volontaire et j'ai vraiment commencé à m'intéresser au rôle, à poser beaucoup de questions. J'ai dit plusieurs fois que j'étais intéressée par ce rôle. Je pense que Julien peut en témoigner d'ailleurs. Et j'ai pu avoir une formation aussi qui m'a permis d'en savoir plus. Et c'est suite à ça que Julien m'a entendu et m'a offert l'opportunité de rentrer d'intégrer une équipe en tant que proxy PO, sur un vrai projet, bien sûr. En quelque sorte, tu l'as demandé, tu as provoqué ta chance, tu as provoqué l'occasion aussi en te positionnant clairement. Et c'est quelque chose qu'il faut faire. On a des expériences qui sont diverses lorsqu'on vient du métier de PO. Il faut aussi savoir pourquoi est-ce qu'on veut y aller. Est-ce que, Pierre, tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que toi, tu as voulu aller vers le PO? Parce que quand tu as rejoint les équipes Alitia, tu avais fait notamment une formation en développement web. Qu'est-ce qui t'a dit, moi, je veux aller vers le produit? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu aller vers là? Il y a plusieurs raisons. Je pense que j'aime bien mon côté école de commerce m'a un peu induit à faire un peu d'être multidisciplinaire, enfin, d'avoir de la multidisciplinarité dans mon approche là. J'ai commencé, en général, j'ai des chiffres de 2-3 ans où j'aime bien changer un petit peu ce que je fais. Non pas que je m'ennuie, mais toujours à la recherche de découverte d'autres choses. Donc, j'ai fait du marketing, puis du sales, puis du projet un petit peu orienté finance, puis du sales. Et il me manquait ce bagage technique. Donc, j'ai fait ce bootcamp de code qui s'appelle Le Wagon. Là. J'ai fait ce bootcamp de code pour acquérir des compétences techniques, parce que je pensais que c'était un peu ce qui me manquait encore dans une corde à mon arc. Et je me suis dit, mais quelle va être ma prochaine opportunité de business ou d'affaires? Et je trouvais que le métier de product management m'apportait un peu cette vision-là, un peu de 360 et combinait un peu la somme de toutes mes expériences passées, plus une nouvelle expérience qui serait plus je dirais de gestion. Donc, c'est un peu comme ça que je me suis dirigé vers les métiers du PO. Pourquoi, à ton avis, pourquoi est-ce que tu as réussi à décrocher cet emploi auprès d'Alitia? Qu'est-ce qui a permis que tu aies ce premier emploi en product management?
Je pense que peut-être les profils qui intéressaient et qui intéressent Alitia dans le métier du produit, c'est nécessairement qu'on ait de l'appétence pour aller pour toucher un peu à tout, parce que c'est un peu ça correspond à ça aussi, le métier de product owner en tout cas. C'est d'aller discuter, que ce soit avec le marketing, avec le sales, avec les équipes de développement. Donc, il faut arriver avec la volonté de vouloir s'ouvrir les portes à un peu tout. Donc, je pense que la curiosité et la multiplicité, je vais y arriver là. Multidisciplinarité. Merci. Je vais t'aider. M'ont aidé à pouvoir un peu, je dirais, décrocher une première expérience. Et je pense que ce qui était intéressant, c'est que j'ai réussi un peu dans mes autres expériences à pouvoir piocher un peu de projets ou de produits à différentes échelles. Et je pense que nécessairement, ça m'a aidé à décrocher une première opportunité au sein d'Alitia. Donc, on l'aura compris, un product owner, c'est quelqu'un qui doit avoir des compétences de généraliste. Il doit avoir la capacité à toucher à tout parce qu'il doit parler à tout le monde. Mais ça nous interroge sur comment est-ce que ça se fait au quotidien. C'est quoi le day-to-day d'un product owner? Morgane, est-ce que tu peux nous donner un petit peu une journée type qui pourrait correspondre à ce que tu fais en tant que product owner avec tes équipes? Déjà, la première chose que je fais dans ma journée, c'est vraiment m'organiser. Je pense que c'est très, très important d'organiser ses tâches, même pas seulement ses tâches, les rencontres, tout ce qui est en fait lié au récit également. Donc, c'est vraiment très, très important de s'organiser. Moi, c'est la première chose que je fais. Si je peux résumer vraiment une journée type, je dirais qu'en général, en matinée, j'ai beaucoup plus de rencontres et en après-midi, je vais plus travailler individuellement sur, par exemple, les récits. Mais ça dépend vraiment du sprint en cours, en fait. Par exemple, j'aurais tendance à être beaucoup plus sollicitée en début et en fin de sprint qu'au milieu. Donc, j'aurais beaucoup plus de rencontres en début de sprint avec beaucoup de questions des développeurs, beaucoup d'explications à donner. Et par contre, en milieu de sprint, j'aurais plutôt beaucoup de rencontres de collaboration avec les parties prenantes, recherche d'informations, rédaction des récits et puis priorisation aussi. Donc, c'est vraiment, je dirais que ça résume bien ce que je fais. Ça fait des journées bien occupées. Tu as C'est parlé ça. d'une notion là, puis ma question va être pour Pierre. Tu as parlé de backlog. Pierre, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que c'est que ce fameux backlog, le carnet de produits en français, qui joue quand même un rôle assez important dans le quotidien du product owner? Alors, le backlog, c'est un peu l'outil principal du product owner pour faire avancer et piloter un projet ou un produit de bout en bout. Donc, c'est un peu, je dirais, le nerf de la guerre. C'est ce qui fait le lien entre la vision business, la vision d'affaires et le monde du développement. Donc, nécessairement, il faut arriver, d'un côté, le rôle du product owner, c'est d'aller porter cette vision aux équipes de développement. Donc, pour ce faire, ça passe par de la rédaction. Donc, c'est 50% du temps, un product owner, en tout cas, moi, je passe beaucoup de temps, on passe beaucoup de temps à écrire des récits utilisateurs pour transposer des idées d'affaires, des règles d'affaires qui soient compréhensibles par les équipes de développement pour pouvoir les découper. Et ce découpage fait que ce découpage et cette priorisation fait qu'on peut délimiter le travail sur des scopes de 1, 2, 3 semaines. Nous, en l'occurrence, en général, je parle pour moi, je suis sur des sprints de 2 semaines. Et ça permet de séquencer le travail et toujours d'aller faire des petits incréments pour pouvoir apporter de la valeur en bout de ligne aux clients ou aux destinataires du produit. Donc, on l'a compris, le backlog, c'est fait pour venir feeder, pour venir donner du travail à faire pour les développeurs. Mais est-ce que c'est toujours parfait? Est-ce que Morgane, tu peux nous dire comment ça se passe, tes relations avec les développeurs? Est-ce qu'ils ont beaucoup de questions? Est-ce que tu as trouvé des techniques pour mieux orienter les questions qu'ils ont ou mieux orienter la façon dont tu écris les récits utilisateurs ou les user stories? En fait, grâce aux récits, en fait, les récits permettent vraiment d'expliquer les besoins aux développeurs. Donc, c'est vraiment important de bien les rédiger, qu'ils soient compréhensibles pour les développeurs. Évidemment, il y a toujours des questions parce que forcément, il y a des choses qui sont plus ou moins floues. Donc, je pense que l'important, c'est déjà d'avoir un récit pas trop long, quand même assez court pour avoir toutes les informations dont ils ont besoin, puis après compléter avec des rencontres s'ils ont besoin d'explications un peu plus précises. Moi, en fait, dans mes récits, je prends vraiment le temps notamment quand je les présente,
parce qu'il y a une grande partie de présentation aussi, puisqu'il faut présenter les récits aux développeurs. Je prends vraiment le temps d'expliquer comment l'écran ou la fonctionnalité est utilisée. Et c'est vraiment très important parce que sinon, en fait, on ne fait pas ressortir le besoin d'affaires qui est derrière cette fonctionnalité. Si je peux donner vraiment un exemple concret, ce serait, par exemple, nous avons eu 2 écrans à implémenter dans mon projet, 2 écrans très similaires avec des fonctionnalités très similaires. C'était seulement les informations affichées qui étaient différentes, si on peut dire ça comme ça. Sauf que dans le premier écran, les utilisateurs avaient beaucoup de restrictions. Il y avait peu de liberté, alors que dans le second, il y avait beaucoup d'actions qui étaient possibles. Et j'ai eu beaucoup de questions des développeurs qui me demandaient mais pourquoi c'est pas la même chose, c'est les mêmes écrans, c'est les mêmes fonctionnalités, pourquoi ça se passe pas de la même façon dans les 2 écrans? Et c'est là que j'ai dû expliquer. Dans le premier écran, c'est un écran qui est très utilisé par beaucoup d'utilisateurs au quotidien. Donc, il faut vraiment surveiller ce qu'ils vont faire. Il faut vraiment restreindre les actions possibles. Alors que le second écran est uniquement utilisé par des gestionnaires ou des super utilisateurs. Donc là, ils ont beaucoup plus de droits, en fait, et ils peuvent faire beaucoup plus de choses avec les informations qui sont présentées. Donc, ça sert vraiment à ça, en fait, les récits. Et c'est très important de faire ressortir ces besoins-là. Donc on le voit, c'est crucial pour traduire la vision qui peut être communiquée comme ça de manière verbale, qui peut être facilement engageante. Il est important de la traduire dans des éléments qui sont plus complexes, plus techniques, mais qu'on doit documenter et rendre les plus simples possibles pour que les développeurs puissent prendre la tâche, la user story, puis la développer. Donc c'est quand même un métier, le PO, même s'il y a un aspect qui va être de vision, de stratégie, de reformulation, qui est collé aussi aux équipes de développement. Et c'est la même chose pour les product managers, même si on est sur un niveau beaucoup plus stratégique, il faut qu'on ait la notion de la livraison parce que c'est ce qu'on fait à la fin de la journée. Le produit doit avoir une concrétisation terrain et ça passe par les équipes de développement. Ceci étant dit, c'est des métiers qui ont été nouveaux pour vous, puisque comme vous l'avez expliqué au début de notre conversation, vous veniez de professions et d'études qui étaient totalement différentes. Pierre, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que ça s'est fait ton accompagnement? Est-ce que tu as été totalement lâché dans la nature? Est-ce que tu as eu un accompagnement? Comment est-ce que on t'a aidé à devenir PO? Parce que du jour au lendemain, on n'acquiert pas toutes ces compétences comme ça en tombant du ciel. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Déjà, ce qui était vraiment intéressant, c'est que d'un côté, on a l'impression d'être jeté dans le grand bain, puis ça se fait assez rapidement. Quand je suis arrivé chez Alitia, on m'a directement projeté sur ce projet d'API en interne où j'ai dû directement rattraper les wagons des sprints, en fait, faire des présentations assez rapidement. Donc, c'est une entrée en matière qui se fait de manière assez rapide et intense, mais c'est ça aussi la beauté du challenge, c'est intéressant. Et surtout, ce qui est appréciable, c'est ce côté formation et coaching qu'on a au quotidien. Si j'ai rejoint Alitia, c'est parce que je pense aussi que j'ai senti qu'il y avait un peu une safe place to learn, ou en tout cas que je pouvais apprendre de manière où l'échec était acceptable, ou en tout cas l'essai de méthode pouvait me permettre de changer, quoi, de m'améliorer en continu. Donc pour ça, on m'a bien aidé. Je pense notamment à Alexandra qui est pas là sur le call, mais qui est la coach produit, en tout cas m'a permis d'avoir un accompagnement en continu sur les différentes étapes de vie du produit qui m'avait été confié. Et puis c'est ça, c'est l'idée de rentrer directement dans le backlog, dans le vif du sujet. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir apporter les sensibilités qu'on avait par le passé. Moi, je venais d'un background de sales et puis de finance, donc j'ai apporté un peu mon histoire et mes acquis dedans. Et ça, on arrive toujours à piocher dans ce qu'on a fait par le passé pour pouvoir arriver à apporter une patte nouvelle au produit qu'on doit livrer. En l'occurrence, moi, c'était un produit d'API pour augmenter l'affichage de postes chez Alitia. C'est vrai que chez Alitia, on a fait le choix d'avoir en quelque sorte un coach produit qui va accompagner tous nos PO pour qu'ils progressent dans leur métier, mais qui puisse aussi les aider à répondre à leurs différentes questions qui peuvent être assez complexes aussi sur les différents produits sur lesquels ils interviennent. Donc, c'est quelque chose qu'on veut en complément des formations qu'on leur propose. Plus on progresse dans le métier, plus on peut avoir des bons coups. Est-ce que, Morgane, tu peux nous parler d'un moment où
es plutôt satisfaite lorsque tu exerces ton rôle de PO? En ce qui me concerne, j'ai beaucoup de petites victoires puisque c'était tout nouveau pour moi. Donc, ne serait-ce que faire le premier grooming avec l'équipe de développement ou alors monter tout un backlog haut niveau en entier, c'était déjà des petits accomplissements dont je suis quand même assez contente. Mais si je devais vraiment citer quelque chose dont je suis très fière, c'est l'esprit de collaboration qui règne en fait, dans mon projet. Euh, Surtout qu'au début, mon rôle était très flou, en fait, que ce soit pour l'équipe et pour le client. Donc, j'ai quand même réussi à prendre ma place et à vraiment travailler de pair avec que ce soit le client lors d'ateliers de travail ou bien je communique notamment avec eux pratiquement tous les jours, enfin surtout avec l'analyse fonctionnelle côté client. Puis, j'ai beaucoup d'échanges avec l'équipe de développement s'il y a quelque chose de flou, notamment techniquement parlant. Euh, c'est vraiment très intéressant. Donc, je me sens vraiment à l'aise de pouvoir aller vers les autres et les autres aussi m'intègrent à leurs échanges, m'incluent dans leurs échanges plutôt. Et puis, n'hésite pas à venir me voir s'il y a quoi que ce soit, s'il y a des questions. Donc, vraiment, je suis assez satisfaite de ça. Donc, ta progression dans ton travail, c'est quelque chose qui vient de satisfaire aussi. Mais on peut avoir des moments où c'est plus difficile aussi dans le rôle de PO. Est-ce que, Pierre, tu peux nous donner un cas afin que le public puisse en savoir un peu plus, où là, on vient se confronter à la réalité du métier et qui rend les choses qui peuvent être difficiles, mais qu'on arrive à redresser la tête? Oui, bien sûr. Moi, je pense que j'ai eu des mauvaises passes particulièrement au début du Covid, là, qui a un peu changé un peu je dirais le jeu du métier de produit où on doit être dans une communication qui est nécessairement verbale, qui est en physique, en présentiel, des petites communications. Tout ça, on l'a un peu perdu pendant les premiers temps du Covid, je dirais. Et, euh, et donc nécessairement, ça a fait augmenter un peu mon niveau de stress. Puis, je n'étais pas en mesure nécessairement de dire non à des choses que n'était pas à moi de prendre nécessairement. Et ce niveau de stress m'a fait prendre peut-être des mauvaises décisions qui ont pu retarder un petit peu la livraison d'un de mes produits. Et c'est ça, c'est le fait de ne pas avoir su dire non au bon moment. Je pense que ça a été un facteur clé qui m'a, enfin, en discutant avec mes gestionnaires, que ce soit avec toi, Julien, ou avec Alexandra, d'apprendre à dire non, c'est je dirais une bonne facette du métier de PO et de PM pour pouvoir un peu être sûr qu'on a toujours la big picture et qu'on ne se laisse pas tout le temps rattraper par plein de petits détails et on est le gardien, enfin, je me sens le gardien d'une vision. Donc, tous ces bruits en continu que peuvent apporter les autres m'ont fait perdre à un moment donné cette big picture. Tout à fait. Savoir dire non, c'est quelque chose qui peut être relativement difficile parce qu'en dire non à des parties prenantes, on peut créer de l'insatisfaction, mais c'est clé dans le rôle de product owner ou de product manager parce que c'est ce qui permet de porter et d'avoir une vision produit qui est cohérente. On n'est pas là en quelque sorte pour faire uniquement plaisir, on est là pour pouvoir venir récupérer les objectifs d'affaires qu'on s'est fixés et ça demande de faire des sacrifices et de prioriser les choses qui sont cruciales. On reçoit des questions actuellement sur les Q&A. D'ailleurs, je vous invite, si vous en avez certains d'entre vous qui ne les ont pas encore posées, à les poser directement dans la section Q&A. Je vous propose qu'on en prenne une, Pierre et Morgane. Alors, j'ai une question qui est sur est-ce que l'agilité entre en ligne de compte dans tous les projets? Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu notamment de comment est-ce que vous percevez l'agilité? Je vais te poser la question à toi, Morgane. Est-ce que tu interfaces avec un Scrum Master? Comment ton équipe fonctionne? Donc, mon équipe fonctionne, en fait, on travaille avec le cadre de Scrum, qui est un cadre de travail agile. Donc, en fait, le rôle de PO, c'est vraiment un membre à part entière de l'équipe Scrum. Donc, il existe grâce à ce cadre de travail, si on peut dire ça comme ça. Et je travaille notamment avec un autre rôle dans mon équipe qui est Scrum Master, donc qui va être un peu le gardien du cadre de travail. Et puis avec l'équipe de développement. Donc, moi, je vais plutôt je vais être le représentant en fait, du client et de l'utilisateur. Je vais vraiment m'occuper de rédiger les récits, d'entretenir le backlog. Et puis, comme je disais, la Scrum Master va un peu protéger l'équipe, si on peut dire ça comme ça, veiller à ce que l'engagement soit tenu aussi. Et puis, progressivement, en fait, veiller à ce que l'agilité surtout soit
entre guillemets, respecté. Et puis voilà, l'équipe de développement, en fait, va travailler sur le produit. Donc, moi, je vais un peu définir le quoi et l'équipe va faire le comment. Je vois que Pierre dodelinait du doigt. Donc, Pierre, tu peux rebondir si tu veux aussi donner des éléments de réponse sur cette question. Ce que Morgane souligne et qui est très intéressant, c'est la synergie qu'il peut y avoir entre que ce soit l'équipe de développement, le Scrum Master et le PO, parce que nécessairement le PO et le Scrum Master ont un peu des visions différentes, mais c'est cette synergie-là qui est vraiment appréciable parce qu'on est toujours à confronter nos idées. Donc, il y a le gardien du business, puis il y a le gardien il y a le gardien de l'équipe, puis c'est ce genre de synergie-là, je trouve ça vraiment appréciable dans le cadre de travail de l'agilité. Et puis, je dirais même que dans le rôle d'un product owner ou d'un product manager dans un domaine digital, c'est indispensable de garder le concept de l'agilité parce qu'on n'est pas sûr des hypothèses d'affaires qu'on va faire. Et donc, on doit être capable de pouvoir les tester. Donc, de manière globale, si le PO ou le PM n'intègre pas les concepts même de l'agilité, on augmente les risques de rater son produit et de ne pas avoir les retours. Parce qu'on ne développe pas un produit en tant que tel juste pour le développer. Le but, c'est d'avoir des retours avec le client final. Et lorsqu'on sort une nouvelle fonctionnalité, on n'est jamais certain tant qu'on la teste avec l'utilisateur final que ça va répondre ou pas à un besoin. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est clé et qui est super important dans les concepts. On va prendre une autre question. N'hésitez pas d'ailleurs le public à en poser d'autres. Alors, j'ai une question sur la nuance entre un PO et un Product Manager. Donc, les deux terminologies coexistent. Dans certains cas, on va dire qu'un PO peut avoir un rôle qui va jusqu'au Product Management. Globalement, le Product Manager, lui, va être beaucoup plus du côté affaires, va mettre en place des plans marketing, va se coller avec les entrevues consommateurs, va être en quelque sorte, si vous voulez, le véritable CEO du produit. Il peut avoir en dessous de lui différents PO qui vont s'occuper du backlog concret, qui vont être au quotidien avec les différentes équipes. Mais de plus en plus, dans la plupart des organisations, on a tendance à confondre les rôles parce qu'on veut éviter que les product managers soient totalement décorrélés de la réalité de la livraison. Donc, il n'y a pas de réponse concrète ou de réponse type. On dirait qu'un product manager qui ne travaille pas en Scrum, mais qui est quelqu'un qui va faire de la priorisation et qui va être capable de pouvoir, en gros, mettre en œuvre des plans de mise en œuvre sur des produits, va être un product manager, peu importe la méthode de travail utilisée. Donc, la distinction n'est pas tant importante. Il n'y a pas vraiment de concept de hiérarchie. La seule hiérarchie, lorsque vous êtes dans ce type de métier-là, c'est la satisfaction du client. Donc, c'est réussir à créer un produit qui va avoir son effet sur le marché, avoir des solutions pour remonter les métriques en fonction des utilisations qui sont faites et venir prioriser votre backlog en fonction de ça. Parce que la seule manière de savoir si on réussit, c'est le marché. L'équipe va pouvoir sortir le produit, mais le marché est toujours le point de sanction ou le point de succès. Et ça, c'est quelque chose qui est clé. À mon sens, il est pas important de mettre en place des concepts de hiérarchie, même si dans certaines organisations, ça peut se faire. J'aimerais vous poser une autre question, Morgane et Pierre. Vous êtes depuis assez récemment tous les deux dans le rôle de PO. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire dans les prochaines semaines ou mois en termes de progression? Est-ce que Morgane, tu peux me répondre à ma question, s'il te plaît? Oui. Moi, comme je disais, c'est assez nouveau pour moi. Donc, je suis encore dans un projet. Je n'ai pas eu l'occasion de travailler sur d'autres projets puisque je suis dans un projet qui devrait durer environ 1 an. Donc, comme je travaille sur un projet de migration, donc pour rappeler, c'est vraiment prendre un système et le moderniser. Tous les projets, en fait, apportent des lots de défis différents, des expériences différentes. Donc là, comme je disais, je travaillais sur un système qui est déjà existant. Peut-être que ce serait pertinent pour moi de travailler sur un nouveau produit, de vraiment aller chercher auprès des clients des besoins sur quelque chose de nouveau qui n'existait pas forcément auparavant. Ça peut m'aider notamment à grandir dans mon rôle, avoir plus d'expérience. Et je pense que c'est ce que j'ai envie pour le moment. Vraiment compléter ma formation, puis compléter mon expérience et bien sûr, progressivement, avoir plus de responsabilités parce que c'est ce qui, je pense que ça peut être très intéressant pour moi. Donc, progresser dans le rôle. Je vais C'est prendre ça. une autre question, mais d'abord, je vais te poser la même question que celle-ci. Pierre, toi, dans les prochaines semaines, mois, comment est-ce que tu vois ta progression?
Un peu comme Morgane, je pense que nécessairement être dans un métier depuis bientôt 5 mois, ça nécessite encore de pouvoir. J'ai pas encore pris toutes mes marques, puis j'apprends vraiment tous les jours. Donc, continuer dans ce rôle-là. À l'inverse de Morgane, j'ai des plus petits projets qui sont plutôt des projets nouveaux, qu'on démarre, qui sont des projets à kickstarter. Et ça, c'est un peu ce que j'aime faire. Donc, j'aimerais rester un peu plutôt dans cette partie-là, de la découverte de nouveaux besoins, de nouveaux produits. Mais comme Morgane, j'aimerais bien peut-être éventuellement peut-être me stabiliser un peu dans un mandat qui me permette de faire progresser, qui soit des choses, des projetés un peu plus longs que juste des petits mandats. Donc ça, je pense que à court terme, à court et moyen terme, ce serait ça un peu ma vision. Après, à long terme, on va en discuter. Mais... Donc, vous voyez encore tous les deux progresser encore, on va dire tranquillement dans le rôle, puis acquérir vos galons pour pouvoir vous épanouir dans un rôle qui va être un peu plus stratégique ou sur des produits plus grands que ceux sur lesquels vous intervenez à l'heure actuelle. J'ai une question qui parle un petit peu de la période d'adaptation. Donc, au début, c'est quoi les difficultés que vous avez rencontrées? Puis comment est-ce que vous avez fait pour les aborder? Est-ce que tu peux nous en parler, Morgane? Comment ça s'est passé au début, la période d'adaptation où tu as transitionné du rôle de développeur vers le rôle de product owner? Comment ça s'est passé? C'est quoi les difficultés que tu as vécues? Alors, c'était vraiment particulier parce que d'un côté, j'étais vraiment, vraiment contente qu'on me donne cette chance et puis qu'on me donne l'opportunité d'aller vers ce rôle. Mais en même temps, c'était vraiment nouveau pour moi. J'avais jamais travaillé réellement en tant que PO ni avec un PO. Donc, j'avais encore beaucoup de choses à apprendre et j'en ai encore beaucoup à apprendre. Je me posais beaucoup de questions, en fait, parce que je ne savais pas par où commencer, par exemple. Comment aller chercher les parties prenantes, communiquer avec eux, comment communiquer avec l'équipe. C'est plein de petites questions au début qui me venaient en tête et j'ai quand même eu la chance d'être guidée, d'être accompagnée et je le suis toujours aujourd'hui d'ailleurs, à la fois par la coach agile dont on a parlé, dont Pierre a parlé, Alexandra, que je rencontre chaque semaine et avec qui je peux discuter des différents enjeux, de poser mes questions parce qu'elle a beaucoup d'expérience en fait dans le rôle de PO. Donc, c'est très, très pertinent pour moi. Je peux également facilement aller vers mes collègues. Donc, ça m'est déjà arrivé sur certains enjeux de discuter avec Pierre qui peut rencontrer à peu près les mêmes difficultés. Donc, je pense que c'est très important d'en parler et puis d'utiliser l'expérience des autres aussi parce que ça peut vraiment aider à grandir. Puis, c'est sûr qu'on apprend aussi, je pense que c'était vraiment une chance que je puisse directement plonger dans le rôle de PO parce que c'est par l'expérience qu'on apprend. Et progressivement, à chaque fois que j'ai eu, par exemple, des cérémonies organisées ou que j'ai fait certaines tâches, j'ai pris du recul sur ce que j'ai réalisé, puis j'ai pu, à partir de ça, voir comment je pouvais m'améliorer ou faire les choses différemment. Merci, pour moi c'est très clair. Pierre, tu veux ajouter un élément ou Oui, j'avais juste ajouté qu'effectivement, là, on a pas mal de coaching d'Alexandra, de formations qu'on fait en interne qui sont dispensées par le CSNA et aussi qu'on se rencontre de manière hebdomadaire avec l'équipe là. Et ça nous permet vraiment, comme tu le disais, Morgane, de pouvoir échanger avec ses pairs sur des stratégies, sur du feedback, de la rétroaction, comment s'améliorer en continu. Donc voilà, c'est ça. Ça me permet de faire le pont avec une autre question qui est justement sur, vous avez été recruté en quelque sorte sans expérience sur le rôle de PO et vous avez été formé sur le terrain. Donc, je vais la prendre celle-ci puisque c'est quand même moi qui vous ai recruté. Oui, c'est aussi un choix parce que ça permet, comme je le disais, il n'y a pas vraiment de voie royale pour aller vers le rôle de PO. Souvent, on a des analystes d'affaires qui vont transitionner vers ce rôle. Ça peut être aussi des gens plus du marketing qui prennent un goût pour la technique. On a une grande diversité, donc il n'y a pas de parcours royal. Nous, ce qu'on a décidé, c'est de miser sur des gens qui ont l'envie, qui ont les capacités, qui ont le bon mindset, qui vont savoir, en fonction des entrevues qu'on fait, qui sont assez serrées quand même, qui vont être capables
d'épouser ce rôle. Mais on les lâche pas dans la nature, mais nous, on croit en tout cas chez Alitia que c'est par la pratique qu'on apprend le mieux. Donc, on va souvent privilégier des projets qui vont être à l'interne ou des produits qui vont être à l'interne pour permettre de donner les compétences clés à ces gens-là pour ensuite pouvoir prendre des produits de plus en plus gros. Et c'est pour ça aussi, j'apprécie beaucoup qu'il y ait une logique graduelle, c'est quelque chose qu'on fait. Ils ont un coaching qui est particulier avec chacun d'entre eux, avec un coach produit qui leur est dédié, qui va répondre à chaque fois qu'ils ont des questions. Cette personne-là va prendre le temps, Alexandra va prendre du temps pour répondre à leurs questions. Ils ont aussi des entrevues, des réunions statutaires avec leur manager de manière très, très régulière. Donc, ça fait un suivi aussi qui est assez encadré. Et ils ont un plan de formation. Donc, ils ont une formation, on commence par la formation de base, puis après l'intermédiaire et l'avancée, qui leur permet de progresser dans leurs compétences. Donc, nous, ce qu'on croit chez Alitia, c'est que c'est sur le terrain et en pratiquant que le métier de PO s'apprend le mieux. Donc, c'est quelque chose qui est clé. Je vais prendre une note des questions qu'on nous a posées, puis je vais vous la poser à vous. Puis je vous demande de le faire assez rapidement. C'est quoi pour vous les 3 must pour être un bon PO? Donc, Pierre, je te demande de commencer, tac au tac. Dis-moi si là, ça ne devient pas directement. Puis Morgane, après, j'aimerais que tu puisses toi aussi donner tes 3 must. Puis je donnerai aussi les miens, comme ça, on aura fait le tour. Je dirais communication, bonne communication, je pense que c'est un élément clé. Big picture, ou en tout cas, vision d'affaires, je dirais. Ce serait mon deuxième. Puis, troisième, organisation. Parce qu'il faut s'organiser. C'est un métier qui nécessite beaucoup d'organisation. Morgane? Pierre m'en a volé 2. Désolé, Morgane. Non, pas de problème. J'aurais dit aussi, en fait, comme toi, je serais allée vers la collaboration, puis la priorisation. C'est vraiment très important parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer, puis on est très sollicité. Je dirais la curiosité aussi. Faut être intéressé, curieux, poser des questions pour bien comprendre les éléments. Et puis, je dirais savoir dire non. Celui-là, je pense que c'est l'un des plus difficiles. J'apprends beaucoup encore à ce sujet. Donc, je pense que c'est ça, je dirais ça, ces 3-là. Bon, ils sont excellents, donc je ne peux pas en ajouter non plus pléthore. Je rajouterai un élément qui est souvent oublié, mais c'est un esprit entrepreneur. Puis ça, c'est quelque chose qui est clé lorsqu'on est PO. Il faut qu'on arrive à se débrouiller dans un contexte qui est toujours incertain, où on va devoir être dans une logique de croissance avec son produit, mais aussi d'aller le tester. Parce que ce qui est fondamental et ce qui doit changer du côté affaires, c'est qu'on ne peut plus arriver avec des solutions qui sont fixes en pensant qu'on va répondre à des problèmes des gens qui sont complexes et qui sont toujours variables. Et donc, cet esprit entrepreneur d'aller tester, de rétroagir en fonction des retours des clients et de venir influencer son backlog, sa roadmap et être capable d'expliquer pourquoi on fait ça auprès des différents interlocuteurs et des parties prenantes, parce que tu parlais du nom, Morgane, mais c'est important. Ça, pour moi, ça fait partie des qualités que je recherche. Et donc là, je rejoins l'une des questions. Comment est-ce qu'on les sélectionne, etc. C'est pour ça que je cherche des généralistes. C'est des gens qui vont être capables d'épouser différents métiers, puis de parler. On a parlé de communication, ils ont parlé de communication, mais parler la langue de chacune des parties prenantes pour que ce soit bien compris et qu'on adhère à la vision qu'ils posent. Je pense que j'ai une autre question. Est-ce qu'on recrute à Québec City? Oui, effectivement, chez Alitia, on est aussi présent à Québec. Ça dépend, je vais être très sincère, ça dépend des différentes opportunités sur lesquelles on peut être amené à travailler. À l'heure actuelle, je vous avouerai que où que vous soyez dans le monde, c'est plutôt ouvert puisque tout le monde est chez soi. Ça amène d'autres défis d'ailleurs, puis ça va être sûrement le sujet d'un de nos prochains webinaires sur comment est-ce qu'on peut gérer des produits à distance. Ça peut être particulièrement complexe. D'ailleurs, je pense qu'on peut faire un petit peu un teasing rapide. Est-ce que c'est plus difficile? Est-ce que ça a changé votre vie? Je ne vous demande pas d'expliquer, Morgane et Pierre, comment est-ce que vous le faites, mais est-ce que ça a changé votre façon de faire, de gérer à distance vos différents produits? Morgane? Au début, oui. C'était parce qu'il y a beaucoup de rencontres qui sont plus faciles en personne. On a beaucoup de rencontres en fait pendant nos journées. Et il y a certaines cérémonies avec les développeurs où on va un peu challenger les récits, discuter, expliquer, essayer de mettre le plus d'informations possible. Et ça, c'est un petit peu difficile à distance, en tout cas au début, mais c'est quelque chose qui est possible. C'est vraiment un peu ce que j'ai remarqué grâce à cette crise, c'est que
on travaille 100% à distance et on y arrive et puis ça continue à Ça peut fonctionner. continuer, ouais. Et Pierre, toi, ça t'a impacté positivement, négativement ou… Ben, un peu des deux. Moi, j'aime vraiment bien le contact humain et puis en présentiel, je pense que je transmets je transmets mieux mes messages, donc nécessairement qu'il y a une période d'adaptation. Comme je le disais tout à l'heure, il y a eu des moments un peu où j'étais un peu peut-être overwhelmed par le fait d'avoir beaucoup de rencontres. Puis c'est ça le down de cette, on va dire pas du métier, mais en tout cas de la situation actuelle, c'est que ça a augmenté très, très fortement le nombre d'appels qu'on doit passer. Puis passer 5, 6, 7 heures sur Zoom, parfois, ça peut être fatigant à force. Donc, il faut arriver à trouver un juste milieu là-dessus. On va bientôt arriver à la fin du webinaire. On va prendre une dernière question. On me demande, à votre avis, selon vous, c'est quoi les tâches plaisantes et non plaisantes d'un travail de PO? Est-ce que chacun, en blitz, votre tour, vous pouvez nous donner une ou deux tâches plaisantes et une ou deux tâches non plaisantes? Pas besoin d'expliciter, simplement nous donner les tâches qui vous semblent un peu moins cool à faire et celles qui sont plutôt cool. Je vais commencer. Donc, moi, je pense que ça dépend vraiment beaucoup de la personne parce que moi, je suis quelqu'un d'assez réservé. Donc, je vais peut-être moins aimer faire des présentations en public, par exemple. T'es excellente là, t'es excellente. Oui. Mais par contre, je vais beaucoup aimer expliquer aux développeurs, passer du temps avec eux pour bien expliquer le besoin du client. Donc, ce serait un exemple de tâche que j'aime bien faire. Bon, Pierre, je vais te demander de parler d'une tâche non plaisante et une tâche plaisante. Une tâche plaisante, je dirais, mon bagage de commercial c'est quelque chose d'appréciable dans le sens où quand je dois porter une vision, je suis capable d'aller la porter puis la présenter aux parties prenantes. Donc ça, nécessairement, ce côté un peu affaires, business, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Pour la partie un peu plus complexe, je disais, c'est pas une tâche qui n'est pas plaisante en soi, c'est une tâche qui nécessite beaucoup de retravail, c'est le backlog. C'est être dans le backlog, c'est quelque chose qui n'est pas donné nécessairement à tout le monde, je dirais, parce qu'il faut constamment, c'est en constante évolution. Donc, il faut retravailler constamment, les écrire, refaire passer le même langage, etc. Puis c'est quelque chose de nouveau, et donc il faut prendre le temps d'apprécier son backlog, je dirais. Merci Pierre. En tout cas, un gros merci à vous deux, puis un gros merci à toutes les personnes qui ont suivi ce webinaire. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur comment est-ce qu'on peut devenir un product owner grâce au parcours de Pierre et de Morgane qui viennent tout juste de débuter dans ce rôle-là. Donc, moi, je vais passer tout de suite la parole à Benoît pour la conclusion. Puis, je vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire. Moi aussi, dans le fond, je veux vous remercier, Julien, Morgane et Pierre. C'était très instructif et intéressant aujourd'hui. Alors, pour tout le monde qui veulent regarder le webinaire, regardez vos courriels cet après-midi. Vous allez recevoir la représentation d'aujourd'hui. Alors, merci. 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 Merci beaucoup.